Le Gabon peut se targuer d'être le dernier Éden de l'Afrique à travers ses symboles tels que la vie sous toutes ses formes. L'eau et la forêt qui lui confèrent une beauté paysagère singulière. Ainsi, après notre excursion au Cap Esterias, nous vous emmenons au cœur d'un voyage dans le sud du Gabon, entre tourisme et histoire. Gabon, ma destination, et l'ensemble de l'équipe a posé ses valises dans l'Angounier. Première escale, Sindara. Objectif, visiter les vestiges de la paroisse Notre-Dame des Trois Épis de l'Équateur. Cette paroisse, qui a été créée en 1899, a vu se succéder à sa tête Monseigneur Apondawaker, qui lui n'était pas résident, suivi des pères Guy Perfer, Lucrèce, Mazéran, Christophe, Hus, Kenen, Ludovic, Zacharie et bien d'autres. Rappelons que Monseigneur Basile Vengon, en plus d'avoir été élève ici, y a séjourné en tant que diacre. Cette mission est aujourd'hui fermée, mais connaît quelques activités grâce aux efforts et à la volonté de Monseigneur Badega. Nous avons rencontré M. Moïse Ndaman, natif et résident dans ce village. Voilà, vous êtes toujours sur Gabon, ma destination, émission de tourisme et environnement. On parle de tourisme, on parle de ces sites également qui ont marqué l'histoire de notre pays. Nous sommes présentement à Sindara. Avec moi, monsieur Moïse Ndaman. Je rappelle que c'est un autochtone de ce village parce qu'il est né ici. Son père a été parmi les personnes qui ont créé ce village. Alors, monsieur Moïse Ndaman, après donc avoir regardé les vestiges de cette église catholique, on est présentement sur un site, le site, donc le mouillage. C'est un endroit où on déposait les billes de Koumé afin de les envoyer à l'eau pour, n'est-ce pas, les acheminer à Port-Gentil. Avec vous, on va parler un tout petit peu du village. Quels sont les événements qui marquent la création de ce village? Les événements qui marquent la création de ce village, bon, je vous dirais dans un premier temps que ce village a été créé par les femmes. Ces femmes sont parties d'un village appelé Samkita, en amont de Lambaréné, plutôt en amont de Lambaréné, en amont de Njolé et en aval de Lambaréné. Donc entre Njolé et Lambaréné, il y avait un village appelé Samkita qui existe encore jusqu'à aujourd'hui. Donc ces femmes sont parties de là-bas. En descendant le Goué, arrivé à l'embouchure le Goué, ils ont préféré remonter l'Angounier. Alors, vous avez l'histoire. Pourquoi, justement, avoir choisi Sindara comme nom? Sindara, finalement, ça signifie quoi? Sindara, c'est une tribu. Et quand les Blancs sont arrivés, ils sont retrouvés devant des personnages et ils ont demandé quel était le nom du village. Bon, vous savez que nos parents n'étaient pas à l'école et tout, n'étaient pas à l'école. Ils ont dit Essindar. En se disant, c'est de me demander le nom de la tribu. Ils ont dit Essindar. Essindar, c'est une tribu qui existe dans le Monogoué. On retient donc que Essindar, c'est une tribu. Moi, j'ai une question à deux volets à vous poser. Quelles sont les ethnies, les tribus qui vivent ici à Sindara et quels sont les rapports qu'ils entretiennent? Il y a plusieurs ethnies qui vivent ici. Dans un premier temps, il y avait d'abord les femmes, les Akele, les Bavili, les Tchogo, les Gissir, les Pounou, les Ndjebi. Vous trouvez toutes ces ethnies, mais je vous dirais que les Bavili sont en disparition. Ils ne sont plus comme ils étaient auparavant. Mais il ne reste que les Akele, les Tchogo qui sont en majorité, et les femmes Yakomo qui sont sur le spécimen, l'autochtone, je suis le seul. Et les rapports sont vraiment très très bons. Les rapports sont très bons entre les Akele. Nous nous entendons même quand un Akele parle, moi j'entends, un Tchogo entend, quand un Tchogo parle, un Gissir, un Bapounou comprend. Merci Monsieur Moïse Ndaman. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes donc un autochtone de Sindara, le seul fan qui reste dans la région. Et notre balade se poursuit. Mesdames et messieurs, on y va. Après Sindara, l'équipe a repris la route pour Ekanga, village situé à quelques kilomètres de Fougamou en amont de Langounier. Là-bas réside le peuple Apindi. On peut également retrouver ce peuple essentiellement animiste à la base à Saint-Martin, Moalo, Ouaka, bref sur l'ensemble du territoire national. Ici, les populations ont compris la nécessité de s'inscrire dans le processus de diversification de l'économie. Leur choix, le cacao. Cheryl s'est entretenu avec M. Mbongo Émile Nestor, principal initiateur de ce projet. Monsieur Mbongo Émile, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le principal initiateur de ce projet de plantation de cacao. Comment vous y êtes parvenu? Ok, c'était vraiment pas facile. C'est juste un constat. J'avais constaté que on n'avait pas
les enfants n'étaient pas occupés dans le village. Et ils ont pensé que le seul moyen d'avoir quelque chose, c'était d'aller à l'école. Et du coup, il fallait que je puisse expérimenter moi-même et puis leur amener à comprendre cela. Et ceux qui ont suivi ont emboîté le pas. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième plantation et c'est un d'entre eux. Et d'autres sont en train de vouloir faire, je crois, l'année prochaine pour élargir cela. D'accord. Et donc, à combien d'hectares pouvez-vous estimer votre plantation? Et nous sommes à 3 hectares pour l'instant. 3 hectares déjà cultivés. Mhm. D'accord. Je constate qu'il y a d'autres plantes. Comment expliquez-vous cette diversité? Normalement, c'est praticable et faisable. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a pris attache avec le représentant de la caisse stable Gounier Nord, M. Abel, un agronome, il nous avait vivement conseillé de mettre entre les plantes de cacao le bananier. Et le bananier, à la longue, donne l'ombrage aux plantes de cacao pour permettre qu'elles poussent très bien. C'est ce que vous constatez. Et à côté de ça, on pourrait aussi avoir la possibilité de mettre le piment pendant qu'on attend la récolte. Pourquoi? Parce que pendant qu'on attend la récolte du cacao, qui est à long terme, et on peut utiliser la banane pour vendre, le piment pour vendre. Et ça nous permet d'avoir quelque chose, de nous occuper de temps en temps. D'accord. Ouais, Donc dans la patience, bien sûr. On peut expérimenter avec vous les techniques de culture? Oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, votre collaborateur Brial est à pied d'œuvre avec les autres pour voir la technique de planting. Alors ben, c'est simple, Cheryl. Amis téléspectateurs, il s'agit simplement donc de prendre ceci. Ici vous avez donc le cacao à l'état naturel, c'est-à-dire que c'est la plante elle-même, qu'on va simplement introduire tout doucement dans... Voilà, c'est pas facile, hein, je vous préviens, c'est pas du tout facile. Alors on va le mettre dans le trou, ça va donner ceci. Oula, 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 oula. Voilà. 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 Et là, c'est donc une plante, un fruit moraté. Donc, je vous ai montré, c'est une démonstration de comment planter le cacao. C'est dire avec les populations des Kanga que ce village est résolument rentré dans le processus de diversification de l'économie. Ça passe également par ces procédures agricoles qui permettent aux gens de gérer les questions d'autosuffisance alimentaire. Alors on parle de tourisme, mais avant donc de parler après les questions de tourisme qu'on a abordées tout à l'heure et les questions liées à l'agriculture, on parle de ce parc, on parle donc d'environnement avec lui. Nous sommes sur la rivière Waka. Cette rivière qui donne son nom au célèbre parc de Waka, c'est l'un des parcs les plus importants, chérie, on va le dire ainsi, l'un de 13 parcs nationaux créés par le défunt président Omar Bongo Ondimba. Que dire de ce parc? Voilà donc le parc national Waka qui a été créé en 2002 par le feu président Omar Bongo Ondimba et qui a donc pour spécificité la grande faille forestière s'étendant donc sur 100 km. C'est un parc qui a donc une superficie de 1070 km². C'est important, 1070 km². Amis téléspectateurs, nous sommes en plein cœur de pays Appenzi et Togo. Nous sommes bien sûr sur la rivière Waka qui donne le nom au parc de Waka. Monsieur Émile Nestor Bongo nous a servi de guide tout au long de cette balade avec Cheryl. Une balade très enrichissante. On a vu beaucoup de choses. Ouais. Les Gabonais doivent découvrir, doivent aller chercher au fond du Gabon parce qu'il y a des choses à découvrir. Ouais. Nous sommes donc arrivés au terme de notre entretien, monsieur Émile Nestor. C'était un plaisir. Vous avez sûrement un message à adresser à l'endroit des autorités de ce pays, surtout par rapport à ce parc. Moi, le seul message que je pourrais donner à l'endroit des autorités par rapport au parc, il faut forcément occuper les jeunes riverains, pas encore les jeunes habitants des villages avoisinants au parc. Il faudrait qu'ils soient occupés. S'ils ne sont pas occupés, ils vont continuer toujours à tenir tête
aux autorités. On va peut-être assister encore davantage à l'exode rural. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut bien qu'ils soient occupés. Voici l'une des grandes sources de motivation pour faire l'agriculture dans les villages. Parce que quand ils sont occupés, ils ne peuvent plus chasser. Et là, on gagne sur le plan environnemental. L'écotourisme a quelque chose à s'intensifier dans nos villages. D'ailleurs, Gabon Ma Destination dit si bien par rapport à son slogan, c'est préservons l'authenticité de notre héritage. Madame, Messieurs, Gabon Ma Destination, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro. À bientôt, bye bye. Ta 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 mene, ta ta ta.